La villa du comte Rettelberg, située dans la capitale royale, est connue de tous sous le nom de manoir hanté. Avec son portail rouillé, ses pavés fissurés et ses arbres laissés à l'abandon, elle mérite pleinement cette réputation de demeure délabrée. Du moins, c'était encore le cas il y a 2 semaines. Béatrice et Miliaria ne peuvent s'empêcher de se demander ce qui a bien pu arriver à cet endroit, tandis que leur hôtesse, la jeune domestique Melody Wade, les accueille avec élégance. Luciana Rettelberg, la fille du comte, leur souhaite chaleureusement la bienvenue avant de les inviter à prendre le thé dans le jardin. Les 2 invités savourent aussitôt le parfum floral et la fraîcheur du thé. Sa saveur, à la fois riche et délicate, est parfaitement équilibrée, sans la moindre amertume. Étonnée, elles demandent à Luciana si elle peut vraiment se permettre d'utiliser des feuilles de thé d'une qualité aussi exceptionnelle. Mais Luciana leur révèle qu'il ne s'agit en réalité que d'un thé bon marché, acheté régulièrement par les familles nobles ruinées. Elle affiche alors un sourire fier en expliquant que, grâce à une préparation correcte, même des feuilles de thé de mauvaise qualité peuvent révéler tout leur potentiel. Et tout cela est dû à sa domestique hors du commun. Curieuses de savoir ce qui a transformé cette demeure en seulement 2 semaines, les 2 jeunes filles interrogent Luciana. Celle-ci finit alors par abandonner son comportement de parfaite noble. Ses amis éclatent aussitôt de joie en retrouvant la véritable Luciana, même si cette dernière avoue avoir fait énormément d'efforts pour conserver son attitude distinguée. Après leur départ, Luciana se jette directement dans les bras de Melody. La réception a été un véritable succès grâce à elle. Cependant, cette démonstration d'affection est un peu trop intense au goût de la jeune domestique. Tout en brossant les cheveux de Luciana, Melody se dit qu'elle devra probablement reprendre son éducation aux bonnes manières depuis le début. Melody explique qu'elle a choisi de travailler dans cette demeure parce qu'elle ne compte qu'un seul domestique. Ainsi, elle est libre de s'occuper de toutes les tâches sans exception. À ses yeux, c'est une occasion rare et merveilleuse. En tant que domestique, elle adore l'idée de devenir une véritable femme de chambre polyvalente, capable d'accomplir chaque mission qui lui est confiée. Elle est persuadée qu'un jour, elle deviendra la meilleure domestique du monde. Et elle espère que sa mère veille sur elle depuis le ciel. L'histoire revient alors plusieurs années en arrière, dans le royaume de Théolus. Une jeune Céleste McMarden, connue plus tard sous le nom de Melody, observe avec admiration une élégante femme de chambre faisant ses courses. À cet instant précis, elle décide qu'elle deviendra, elle aussi, une domestique. Les jours passent et elle accomplit les tâches ménagères avec enthousiasme et le sourire. Dans ce monde, une personne est considérée comme adulte à l'âge de 15 ans. Céleste décide donc de s'entraîner en secret au métier de domestique jusqu'à ce jour, dans l'espoir de faire une belle surprise à sa mère. Mais un soir, sa mère succombe à la maladie. Céleste réfléchissait longuement à la lettre que sa mère lui avait laissée. « Ma très chère Céleste, pardonne-moi de devoir te laisser derrière moi. J'aurais tant voulu rester plus longtemps à tes côtés. Je voulais être présente pour célébrer ton passage à l'âge adulte et te voir devenir femme de chambre. Tu es surprise? Tu sais, ta mère avait parfaitement deviné ton petit secret, Céleste. En réalité, moi aussi, j'ai autrefois travaillé comme femme de chambre. Ton père, Claude Legenbart, était alors l'héritier d'un comté. Je suis certaine qu'il a désormais hérité de son titre. 2 chemins s'offrent à toi. Le premier est de rejoindre ton père et de vivre en tant que fille d'un comte. Le second est, bien sûr, de devenir femme de chambre. Quel que soit ton choix, je le respecterai. Mais si tu décides réellement de devenir femme de chambre, alors je souhaite que tu deviennes la meilleure femme de chambre au monde. Je t'aime, Céleste. » Les larmes aux yeux, Céleste serra la lettre contre elle. Elle jura, pour elle-même et pour sa mère, qu'elle deviendrait la plus grande femme de chambre de tous les temps. Soudain, une voix grave résonna au plus profond de son esprit. Pour soi-même et pour les autres, le grand vœu. Tout est désormais en place. Accorder la bénédiction d'argent à la jeune fille sacrée. Surprise, Céleste regarda autour d'elle. Elle se demanda qui avait bien pu prononcer ces paroles. Debout devant une bougie, elle se demanda même ce qu'elle était en train de faire. Elle savait pourtant qu'elle n'avait aucun talent pour la magie. Depuis son enfance, elle avait essayé d'innombrables fois de lancer le moindre sort, sans jamais obtenir le moindre résultat. Mais soudain, l'image de sa mère utilisant autrefois cette magie traversa son esprit. Guidée par cette vision, elle prononça doucement « Luce ». À l'instant même,
une lumière éclatante illumina la pièce. Effrayée, Céleste poussa un petit cri. Sa main brillait d'une lueur mystérieuse. Est-ce du mana? Elle n'en revenait pas. Comment pouvait-elle posséder du mana? Et surtout, pourquoi semblait-il encore plus puissant que celui de sa propre mère? Craignant que cette énergie ne devienne incontrôlable, elle décida immédiatement de la faire disparaître. Elle jugea qu'il serait trop dangereux de la laisser se manifester davantage. Ce que Céleste ignorait encore, c'était que la quantité de mana qu'elle possédait dépassait déjà celle des 10 plus grands mages du royaume. Ce qui, pour elle, n'était qu'un simple essai de magie, révélait en réalité un pouvoir capable, s'il était utilisé sans retenue, de lui permettre de gouverner le monde entier. Mais une telle ambition ne l'intéressait absolument pas. Au contraire, elle était simplement folle de joie d'avoir enfin fait un premier pas vers son rêve. Celui de devenir la plus merveilleuse femme de chambre que le monde ait jamais connue. C'est ainsi qu'elle commença à développer sa propre magie, une magie entièrement dédiée au métier de femme de chambre. Par la suite, elle utilisa un sort pour changer la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Si son père venait un jour la reconnaître comme sa fille, elle ne pourrait plus réaliser son rêve de devenir femme de chambre. En revanche, elle était loin d'imaginer que celui-ci recherchait déjà sa mère, sans qu'elle le sache. Les chevaliers de la maison Lagenbart étaient en effet à la recherche de Célina. Lorsqu'ils retrouvèrent enfin sa trace, ils furent profondément choqués d'apprendre qu'elle était décédée depuis près de 6 mois. L'homme qu'ils interrogeaient leur expliqua que Célina avait bien une fille. Cependant, celle-ci était partie dans un royaume voisin, affirmant vouloir apaiser sa peine après la mort de sa mère. Lexias demanda aussitôt quel âge avait cette jeune fille et à quoi elle ressemblait. L'homme répondit qu'elle avait 15 ans, qu'elle était très belle et qu'elle possédait de rares cheveux argentés ainsi que les yeux couleur lapis-lazuli de sa mère. À cet instant, Lexias comprit qu'il s'agissait forcément d'elle. Si elle était partie il y a 2 jours, elle devait déjà être arrivée en ville. Il interrogea alors de nombreuses personnes, mais personne n'avait vu une jeune fille aux cheveux argentés. Une apparence aussi inhabituelle n'aurait pourtant pas pu passer inaperçue. Des cheveux argentés, exactement comme ceux de notre Seigneur, pensa-t-il. Peu après, il aperçut Mélodie, désormais brune grâce à son sortilège, et s'approcha d'elle. Il lui demanda si elle s'était perdue. Lorsqu'elle se retourna vers lui, son sourire illumina son regard. Elle lui expliqua qu'elle ne trouvait pas l'endroit où prendre une voiture en direction de la capitale royale. Après lui avoir indiqué le chemin, il resta un instant figé lorsque Mélodie le remercia avec un sourire chaleureux. Il reprit finalement ses esprits et poursuivit ses recherches de la mystérieuse jeune fille aux cheveux argentés. Pendant le trajet, Mélodie fut surprise d'apprendre que le réseau de voitures publiques avait été imaginé par le prince héritier. Maxwell lui expliqua que le projet avait réellement débuté 7 ans auparavant, mais que le prince en avait eu l'idée 1 année avant son lancement. Mélodie savait que le prince héritier avait le même âge qu'elle. Cela signifiait qu'il n'avait que 6 ans lorsqu'il avait proposé ce projet. Maxwell fit également remarquer que le cocher était remarquablement talentueux. Durant tout le voyage, la voiture n'avait pratiquement pas tremblé. En entendant cela, Mélodie se souvint qu'elle devait renouveler un sort. Elle murmura « Shake note, quick note, horizontal ». Aussitôt, la voiture poursuivit sa route avec un confort parfait, sans la moindre secousse. Une fois arrivée en ville, Maxwell lui conseilla de se rendre à la Guilde du commerce si elle souhaitait devenir femme de chambre. Cette organisation servait d'intermédiaire pour recruter des domestiques destinés aux familles de la classe moyenne et n'exigeait aucune lettre de recommandation. Il ajouta qu'il aurait volontiers voulu l'engager au service de sa propre famille, mais que son père ne l'aurait certainement jamais autorisé. En consultant les offres d'emploi, Mélodie tomba sur une annonce concernant le manoir du comte Rettelberg. Elle resta bouche bée en découvrant que le poste exigeait qu'un seul domestique accomplisse absolument toutes les tâches de la demeure. Les Hallworks regroupaient absolument toutes les tâches imaginables, la cuisine, la lessive, le ménage, l'accueil des invités, ainsi que toutes les autres corvées de la maison. Il s'agit du poste le plus pénible et du rang le plus modeste parmi les femmes de chambre. Il est généralement proposé par les nobles de faible rang ou les familles bourgeoises qui n'ont pas les moyens d'employer plusieurs domestiques. Voir une demeure appartenant à un comte recruter une seule domestique pour accomplir toutes ces tâches ne pouvait annoncer qu'une situation désastreuse. Mais pour Mélodie, c'était exactement le poste dont elle rêvait depuis toujours.
Lorsqu'elle arriva devant le manoir réputé hanté, elle y vit un défi digne de ses ambitions. En apercevant Luciana, la magnifique fille du comte, venue l'accueillir, Mélodie ne put s'empêcher de penser qu'il était vraiment dommage qu'une jeune fille aussi belle ait la peau et les cheveux dans un tel état, sans parler de sa robe complètement usée. Luciana, quant à elle, était ravie de faire sa connaissance. Elle entraîna immédiatement Mélodie jusqu'à la salle à manger. Cependant, pour une jeune noble, Luciana avait des habitudes assez particulières. Sans réfléchir, elle versa tout le contenu de la boîte de thé directement dans la théière. Mélodie s'empressa de lui retirer des mains. Puis elle remarqua que l'eau était de mauvaise qualité. Elle avait été puisée la veille. Mélodie lança alors un sort afin de créer instantanément de l'eau fraîche, idéale pour préparer le thé. Après une seule gorgée, Luciana comprit immédiatement que Mélodie n'était pas une domestique ordinaire. Elle l'engagea sur le champ. Malgré tout, Luciana se sentait un peu coupable. Comme Mélodie serait l'unique femme de chambre du domaine, elle était persuadée qu'elle finirait rapidement par démissionner. L'Académie royale supérieure de Paltessia est située dans la capitale du royaume de Théolis. Tous les enfants de la noblesse sont tenus d'y étudier pendant 3 ans dès qu'ils atteignent l'âge de 15 ans. Luciana y avait elle aussi été admise et prévoyait de s'installer dans la capitale royale avec ses parents. Cependant, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, elle dut finalement partir seule. Le manoir ne comptait plus qu'une seule vieille domestique, qui finit elle aussi par quitter son poste. Luciana se répétait sans cesse qu'elle s'en sortirait. Même lorsqu'elle vivait encore dans le domaine familial, elle s'occupait déjà d'elle-même. Elle faisait tout son possible, mais ses journées lui semblaient de plus en plus vides. Elle toussait, se sentait malade, mais continuait à se convaincre qu'elle allait bien et qu'elle pouvait encore tenir. Au début, elle s'opposa à l'idée de laisser Mélodie accomplir toutes les tâches de la maison à elle seule. Mais elle resta sans voix lorsqu'elle apprit que c'était précisément ce que Mélodie souhaitait. Elle ne comprenait absolument pas comment cette dernière pouvait être aussi heureuse à cette idée. La toute première chose que fit Mélodie fut de lancer un sort. Elle réalisa une spectaculaire transformation digne d'une héroïne de Sailor Moon. En voyant la magie l'envelopper, elle repensa au rêve qu'elle nourrissait depuis très longtemps, depuis le jour où elle s'était réincarnée dans ce monde. Car Mélodie est en réalité une personne réincarnée, arrivée dans cet univers à la suite d'un certain incident. Avant sa réincarnation, elle s'appelait Ritsuko Mizunami. À cette époque, elle voyait le monde comme un endroit sans couleur, entièrement monochrome, et croyait que c'était là la véritable nature de la réalité. Dès l'âge de 6 ans, elle était déjà devenue une prodige, excellente dans de nombreux domaines. À force de tout maîtriser, elle finit cependant par perdre tout intérêt pour le monde qui l'entourait. Puis, un jour, elle demanda qui était cette élégante femme qui les servait. Les organisateurs avaient fait venir cette domestique depuis le Yukai. À cet instant, le monde de Ritsuko retrouva enfin ses couleurs. Fascinée, elle commença à faire des recherches sur Internet au sujet des femmes de chambre. Elle découvrit que cette profession avait connu son véritable essor durant la seconde moitié du siècle. À partir de ce jour, elle s'entraîna chaque jour à devenir une parfaite domestique, en effectuant les tâches ménagères chez elle. Ses parents étaient heureux de la voir s'investir avec autant d'enthousiasme. Peu à peu, elle devint une véritable passionnée des femmes de chambre. Grâce à son extraordinaire capacité d'apprentissage, elle maîtrisa toutes les compétences liées au métier de domestique, tout en poursuivant brillamment ses études. Un jour, elle annonça à ses parents qu'elle souhaitait partir étudier au Royaume-Uni afin de devenir une véritable femme de chambre. Malheureusement, le destin en décida autrement. L'avion qu'elle emprunta pour ce voyage fut victime d'un tragique accident. Lorsqu'elle se réincarna sous les traits de Céleste et revit une femme de chambre, tous les souvenirs de sa vie passée lui revinrent instantanément. Elle choisit alors le nom de Melody Wade, inspiré de son ancienne identité. Ritsuko évoquait la mélodie, tandis que Nami, issue de son nom de famille Mizunami, signifiait vague. C'est ainsi qu'elle créa sa nouvelle identité. À présent, elle était enfin devenue une véritable femme de chambre au service de Luciana. Sa tenue de domestique n'était d'ailleurs pas qu'un simple uniforme. Elle était enchantée par une puissante magie protectrice, plus résistante que la plupart des armures. Sa toute première priorité était de remettre le manoir en état. Pour cela, elle lança le sort Alter Ego. En un instant, plusieurs copies d'elle-même apparurent, comme des clones d'ombre,
et se mirent à nettoyer l'intégralité du manoir avec une efficacité remarquable. Dans une ruelle, Mélodie récite une incantation. « Ô mon corps, ne sois plus visible. Transparenza, accorde-moi les ailes du vol. Ali d'Angelo. » À ces mots, son corps devient translucide et une paire d'ailes apparaît dans son dos, lui permettant de s'envoler dans les airs. Comme les prix du marché en ville étaient beaucoup trop élevés, elle s'était rendue dans une forêt afin de récolter des plantes sauvages, des champignons, des noix et diverses herbes. Il ne lui manquait plus que de la viande. C'est alors qu'elle aperçoit un oiseau dans le ciel. Celui-ci lance immédiatement un éclair dans sa direction. Heureusement, l'armure de servante de Mélodie absorbe entièrement l'attaque. Elle riposte aussitôt en tirant une balle magique. L'oiseau est abattu d'un seul coup. Après avoir récupéré la viande, Mélodie ouvre une porte spatiale qui la ramène directement au manoir. En traversant le couloir, Lucie se demande si Mélodie parvient vraiment à s'occuper seule de toutes les tâches ménagères. Pourtant, elle constate que chaque pièce est impeccablement propre et étincelante. Mélodie apparaît alors derrière elle et lui annonce que le nettoyage de cette partie du manoir est presque terminé. Lucie peut donc continuer tranquillement ce qu'elle était en train de faire. Peu après, Mélodie surgit de nouveau devant elle en lui annonçant qu'elle a également fini de nettoyer les sanitaires. Lucie sursaute, complètement déconcertée. Elle décide alors d'aller donner un coup de main pour préparer le dîner. En entrant dans la cuisine, elle reste figée de stupeur en découvrant 3 Mélodies occupées à cuisiner. Comme si cela ne suffisait pas, de nombreuses autres mélodies apparaissent encore derrière elle. À ce stade, le cerveau de Lucie abandonne toute tentative de comprendre ce qui est en train de se passer. Plus tard, lorsque le repas est servi, Lucie est émerveillée par son incroyable saveur. Tous ces compliments remplissent Mélodie de fierté. Le plat principal, un poulet rôti aux herbes, est absolument délicieux. Cela faisait longtemps que Lucie n'avait pas mangé de véritable viande. Mélodie lui explique qu'elle a trouvé cette volaille dans une forêt située à proximité. L'endroit est particulièrement luxuriant, ce qui lui a permis de trouver facilement de quoi cuisiner. Lucie, surprise, répond qu'elle ignorait totalement l'existence d'une telle forêt. Dans cette région, elle ne connaît que la grande forêt de Vanergan, une terre maudite. Cet endroit est extrêmement dangereux. Elle demande donc à Mélodie de ne jamais s'y aventurer. Une fois encore, Lucie la remercie pour tout ce qu'elle a fait aujourd'hui et lui confie à quel point elle est heureuse de l'avoir à ses côtés. Pendant ce temps, le roi du royaume de Théolis, Garnar von Theoris, reçoit un rapport signalant la présence d'un intrus dans la grande forêt de Vanergan. L'information lui est transmise par Sven. La grande forêt de Vanergan, la plus vaste terre maudite du monde, est infestée de monstres redoutables. Ces créatures possèdent du mana et ne peuvent être blessées que par la magie. La grande forêt de Vanergan est considérée comme l'endroit le plus dangereux et le plus hostile au monde. C'est pourquoi l'accès y est strictement interdit. Sven informe le royaume que l'intrus s'y trouve probablement encore, car aucune personne n'a été détectée en train de quitter la forêt après que la barrière magique eut signalé une intrusion. En réalité, c'est simplement parce que Mélodie avait utilisé la téléportation pour en sortir. Le roi était loin de se douter que cet intrus n'était autre que la servante la plus puissante qui soit. De retour au manoir, Lucie annonce à Mélodie qu'elle aimerait inviter ses amis à un goûter. Béatrice et Miliaria sont les amies d'enfance de Lucie. Leur domaine se trouve juste à côté du sien. Autrefois, après la faillite de leur entreprise familiale, l'ancien comte de la famille de Lucie avait été contraint de vendre une partie de ses terres. Les familles de ses 2 amies les avaient alors achetées. Elles sont donc, en quelque sorte, les bienfaitrices de la famille de Lucie. Lucie les avait déjà invitées une fois auparavant. Mais organiser un goûter dans un manoir réputé hanté n'avait pas été une expérience très agréable. Cette fois, elle est convaincue que tout se passera bien. Mélodie lui a coiffé les cheveux et lui a même préparé une magnifique robe. Lucie est donc impatiente d'inviter ses amis. Mélodie accepte sa proposition et suggère d'organiser le goûter dans une semaine. Remplie de joie, Lucie se jette dans les bras de Mélodie pour la remercier. Mélodie lui rappelle qu'une jeune noble ne devrait pas s'accrocher ainsi à sa servante. Lucie lui répond avec malice que, même si ses paroles disent non, son attitude semble dire le contraire. Mélodie conclut alors qu'un entraînement s'impose avant le goûter. Ainsi, Lucie pourra apprendre à se comporter comme une véritable jeune noble. À cet instant, Lucie comprend qu'elle vient d'ouvrir une boîte qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir.
et il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Dans sa vie précédente, Mélodie, alors connue sous le nom de Ritsuko Mizunami, était une enfant prodige. Animée par la conviction que, quand on veut, on peut, Ritsuko avait consacré tous ses efforts à maîtriser chacune des compétences nécessaires pour devenir la servante parfaite. Par conséquent, sa méthode d'enseignement pouvait être résumée en un seul mot, impitoyable. Malgré tout, Lucie fait de son mieux pour suivre cet entraînement intensif. Quelques jours plus tard, alors qu'elles se promènent en ville, Mélodie estime que les progrès de Lucie en matière d'étiquette sont très encourageants. Il faut donc absolument que le goûter prévu le lendemain soit une réussite. Elle se souvient ensuite que les parents de Lucie doivent également bientôt revenir au manoir. Elle a appris que le père de Lucie est parvenu à rembourser toutes ses dettes, que sa gestion exemplaire de son territoire lui a valu les éloges du royaume et qu'il a été nommé à la chancellerie royale, le plus haut organe administratif du royaume. En entrant dans une boutique, une servante renverse accidentellement un liquide sur la robe de Mélodie. Mortifiée par sa maladresse, elle entraîne immédiatement Mélodie jusqu'au manoir où elle travaille afin qu'elle puisse se changer et se nettoyer. Avant même de comprendre ce qui se passait, Mélodie se retrouvait déjà plongée dans un bain. Malgré tout, elle trouvait toujours cette situation assez étrange. La baignoire était en céramique, de style occidental, mais la manière de se laver rappelait les bains japonais, avec un espace prévu pour se laver avant d'entrer dans l'eau. Entre le recrutement des servantes et d'autres aspects similaires, le monde évoquait la Grande-Bretagne de la fin du XIXe siècle. Pourtant, la présence de la magie lui donnait également une forte impression d'Europe médiévale. C'était comme si quelqu'un avait soigneusement sélectionné différentes périodes de l'histoire de la Terre pour les assembler. Mais Mélodie trouvait cette idée peu crédible. Depuis combien de temps n'avait-elle pas profité d'un bain préparé par quelqu'un d'autre ? Mélodie décide alors de reprendre son ancienne apparence en changeant la couleur de ses cheveux. En observant son reflet dans l'eau, elle aperçoit le visage de sa mère. Elle possède désormais les mêmes yeux qu'elle. À présent, elle peut enfin être une véritable servante. Il ne lui reste plus qu'à devenir la meilleure servante du monde. Elle se demande toutefois comment elle parviendra à réaliser ce rêve. Dans sa vie précédente, elle avait étudié tout ce qu'il fallait savoir sur ce métier. Mais c'est la première fois qu'elle exerce réellement comme servante. Pour le moment, elle n'est qu'une débutante venant tout juste d'obtenir ses qualifications. Elle décide donc de commencer par acquérir de l'expérience. Un jour, elle réalisera son rêve. En contemplant ses yeux couleur lapis-lazuli, Mélodie pense à sa mère. En revanche, elle ne fait pas la moindre allusion à ses cheveux argentés, hérités de son père. Cela montre à quel point celui-ci lui importe peu. En quittant la salle de bain, elle percute soudainement Lexius, qui s'apprêtait lui aussi à prendre un bain. En la regardant, celui-ci rougit instantanément. À ses yeux, Mélodie est d'une beauté presque angélique. Rougissant de gêne, Mélodie lance immédiatement un sort électrique. La décharge est si violente que Lexius perd connaissance sur le champ. Aussitôt après, elle redonne à ses cheveux leur couleur noire. Lorsque l'autre servante accourt, la crainte de Mélodie se confirme. Lexius est en réalité le maître de ce manoir. Quelques heures plus tôt, au manoir des Legenbarth, le comte Claude Legenbarth avait informé Lexius qu'un bal auquel assisterait le prince héritier allait prochainement avoir lieu. Il lui ordonne d'y être présent. Claude pense surtout qu'en procédant ainsi, le nombre de jeunes femmes qui le poursuivent diminuera. Selon lui, toutes les femmes de leur âge se tourneront naturellement vers Lexius. Même si ces paroles semblent parfaitement raisonnables, il cherche en réalité simplement à sacrifier son subordonné pour se protéger lui-même. Il demande également à Lexius de venir accompagné d'une jeune femme suffisamment distinguée pour ne pas leur faire honte lors du bal. S'il s'y rend seul, il risque d'être assailli par une foule d'admiratrices. Et si la fille de Claude avait été retrouvée, celui-ci aurait demandé à Lexius de l'escorter lui-même. La fille du comte Claude, Lady Céleste, reste toujours introuvable. Étant l'enfant illégitime né de l'union entre le comte et une servante, il semble que les recherches soient menées dans le plus grand secret. L'acteuse se demandait toutefois si elle était saine et sauve, et où elle pouvait bien se trouver. En ouvrant les yeux, il murmura « Ah, je vous ai enfin retrouvée, madame !» Mais il réalisa aussitôt que Mélodie n'était pas la personne à qui il croyait s'adresser. En la regardant de plus près, il se souvint qu'il s'agissait de la jeune fille qui cherchait une voiture en direction de la capitale royale. Il lui demanda ce qu'elle faisait ici. À ce moment-là,
Paula entra avec une tasse de thé. Elle lui rappela qu'elle lui avait parlé d'une amie qu'elle souhaitait lui présenter. L'acteuse répondit qu'il l'attendrait dans le salon de réception avant de s'éloigner. Lorsque Paula le rejoignit un peu plus tard, elle le trouva profondément endormi. Évidemment, c'était un mensonge évident, mais cela permit à Melody de se sortir élégamment de la situation. Paula présenta alors Melody comme une amie qu'elle venait tout juste de rencontrer. Le simple salut de Melody laissa l'acteuse complètement fascinée. Il trouva qu'un geste aussi simple prenait une toute autre dimension lorsqu'il était exécuté avec autant d'élégance et de raffinement. À cet instant, il se rappela le genre de personne que le comte Cloud lui avait demandé de retrouver. Quelques jours plus tard, Hughes et Mariana Rudelberg arrivèrent au manoir. Ils furent stupéfaits de constater à quel point celui-ci était parfaitement entretenu. Melody les accueillit chaleureusement. Cependant, ils ne se souvenaient pas que leur domestique était aussi jeune. Lucie accourut pour accueillir ses parents. Son père, s'attendant à recevoir une étreinte, expliqua combien il s'était inquiété lorsqu'elle avait été envoyée seule à la capitale royale. Il ajouta qu'il était heureux de la revoir. C'est alors que Lucie s'exclama « Tu parles !» avant de lui asséner un coup de son éventail. Elle expliqua que cet éventail était un instrument de punition appelé harisen, conçu pour corriger quelqu'un sans réellement lui faire mal. Elle savait que sa famille avait tendance à commettre des erreurs irréfléchies. Mais comment avaient-ils pu abandonner leur fille unique dans ce manoir autrefois délabré? Déconcerté, Hughes demanda quelle partie du manoir pouvait bien être délabrée. Lucie lui donna un nouveau coup d'éventail avant de lui répondre que Melody avait absolument tout remis en état. Sa mère remarqua également que sa robe était devenue bien plus élégante. Lucie décida donc de leur raconter toute l'histoire à l'intérieur. Pendant qu'elles étaient servies par les clones de Melody, les parents de Lucie furent terrifiés. Peu après, une seconde série de cris retentit dans la résidence des Rudelberg. Quelques jours plus tard, Lucie était prête pour son premier jour d'école. Mariana aurait aimé que Melody les accompagne. À défaut, elle se contenterait de lui raconter plus tard à quel point Lucie avait été resplendissante. Même s'il ne s'agissait que de la cérémonie d'entrée, ses parents étaient convaincus qu'elle rayonnerait de mille feux. Lorsqu'elle les supplia d'arrêter, ils la trouvèrent encore plus adorable. Après leur départ, Melody remarqua par hasard le certificat d'admission de Lucie posé sur sa table. Si Lucie ne l'apportait pas, elle risquait de se voir refuser l'entrée. Melody saisit donc le certificat et partit aussitôt afin de la sauver. Revenons maintenant à la vie passée de Melody. À cette époque, elle se trouvait dans un avion. Anna et Hideki se présentèrent à Ritsuko après avoir pris place à côté d'elle. Ritsuko fut surprise d'apprendre que leurs parents les avaient autorisés à partir ensemble en voyage à l'étranger alors qu'ils étaient encore lycéens. Cependant, Anna et Hideki lui expliquèrent qu'ils n'étaient pas en couple. En réalité, ils ne voyageaient même pas seuls tous les deux. Ils participaient à un voyage organisé grâce à un concours qu'Anna avait remporté autour d'un jeu vidéo. Le jeu s'intitulait The Silver Cent and the Five Oaths. Il s'agissait d'un jeu de simulation romantique destiné aux femmes, en particulier aux collégiennes et aux lycéennes. Selon son histoire, l'héroïne, dévastée par la mort de sa mère, est recueillie par son père. Sa vie change alors complètement lorsqu'elle passe du statut de simple roturière à celui de fille d'un comte. Elle intègre ensuite l'Académie royale, où elle fait de nombreuses rencontres et vit toutes sortes d'expériences. L'histoire débute le jour de la cérémonie d'entrée de l'Académie royale. Christopher, l'un des prétendants du jeu, est censé y percuter l'héroïne, Cecilia Legenbart. Mais cette fois, c'est Melody qu'il percute. Pendant un instant, Christopher eut l'impression qu'elle lui rappelait quelqu'un. Melody lui expliqua ensuite qu'elle était venue apporter quelque chose à sa maîtresse. Christopher lui indiqua alors le chemin vers la salle d'attente. Curieuse, Melody lui demanda s'il n'était pas lui aussi un nouvel élève et s'il ne devait pas se rendre dans cette même salle. Affichant un sourire chaleureux, Christopher répondit qu'il allait la rejoindre immédiatement. Après son départ, Maxwell, qui était lui aussi l'un des prétendants du jeu, retrouva Christopher et lui demanda de revenir rapidement à la cérémonie. Après tout, c'était Christopher qui devait prononcer le discours au nom des nouveaux élèves. Mais Christopher insista sur le fait qu'il devait attendre l'arrivée de l'héroïne. Normalement, le scénario devait commencer lorsque l'héroïne le percutait en courant, en s'écriant le classique « Oh non, je suis en retard !» Pour une raison inconnue, la seule personne qui l'avait percuté était une domestique aux cheveux noirs.
En entendant cela, Maxwell ne put s'empêcher de penser à Mélodie. Mais il refusait d'y croire. Alors que Christopher continuait à paniquer, Anne-Marie Victarium, la méchante du jeu, s'approcha d'eux. Elle leur demanda ce qui pouvait bien le faire crier de cette façon. En la voyant, Christopher sentit un frisson lui parcourir le dos. Il s'avéra que Hideki et Anna s'étaient tous les deux réincarnés dans le jeu. Hideki était devenu Christopher et Anna était devenue Anne-Marie. Ils réalisèrent tous les deux qu'ils s'étaient réincarnés et que ce monde était celui du jeu The Silver Saint and the Five Oaths. Si les événements suivaient le scénario du jeu, l'ancien être des ténèbres finirait par être ressuscité. Sans les pouvoirs de l'héroïne, le monde tout entier serait condamné. Pendant ce temps, la véritable héroïne, Mélodie, était avec Lucie. Cette dernière se plaignait de ne pas avoir de cavalier pour le bal de ce soir. Le bal du printemps, organisé après la cérémonie d'entrée, marquait les débuts des jeunes filles nobles âgées de 15 ans dans la haute société. Cependant, une règle particulière imposait qu'une jeune fille faisant ses débuts soit obligatoirement accompagnée d'un cavalier pour pouvoir y assister. Face à cette situation, Mélodie se demanda ce qu'elle pouvait faire. Pendant que Lucie et ses parents affichaient un air complètement déconcerté, ils ne pouvaient s'empêcher de penser que Mélodie était une domestique exceptionnelle. Lorsque Lucie lui expliqua qu'elle avait complètement oublié qu'une jeune noble devait être accompagnée d'un cavalier pour faire ses débuts au bal, Mélodie proposa de demander de l'aide à un ami qu'elle avait rencontré un peu plus tôt dans la journée. Lucie ne s'attendait cependant pas à ce que cet ami soit Maxwell, le fils du chancelier. Pendant ce temps, Christopher paniquait toujours, car l'héroïne ne s'était toujours pas présentée. À ce rythme, il était persuadé qu'ils allaient tous mourir. Anne-Marie l'interrompit brusquement et dégaina presque son épée, manquant de lui trancher la tête. Elle déclara que cette idée ne la dérangeait pas. Après tout, si Christopher mourait, quelqu'un de bien plus remarquable pourrait peut-être renaître à sa place en tant que prince héritier. Elle lui reprocha ensuite de ne pas agir comme un véritable prétendant de jeu de romance. Christopher lui répliqua aussitôt qu'elle devrait plutôt se montrer plus digne d'une véritable méchante. Ils avaient tous les deux retrouvé les souvenirs de leur vie précédente à l'âge de 6 ans. Ils conservaient également le souvenir de leur ancienne apparence. Ils savaient parfaitement qu'ils vivaient désormais dans le monde de The Silver Saint and the Five Oaths et connaissaient précisément le rôle que chacun d'eux devait y jouer. Ils savaient également que, dans ce monde, l'être des ténèbres avait été scellé il y a très longtemps. La seule personne capable de lui tenir tête était l'héroïne ayant hérité des pouvoirs de la Sainte, une jeune femme mystique qui l'avait autrefois enfermée. Après son entrée à l'Académie royale, cette héroïne était censée rencontrer plusieurs prétendants, tomber amoureuse de l'un d'eux et éveiller le véritable pouvoir de la Sainte. Une fois ce pouvoir éveillé, l'être des ténèbres devait être vaincu. L'héroïne pouvait alors vivre heureuse pour toujours aux côtés de l'élu de son cœur. Pourtant, le nom de l'héroïne n'apparaissait nulle part sur la liste des nouveaux élèves. Cecilia Legenbart ne s'était jamais inscrite à l'académie. Christopher supposa que le comte Legenbart n'avait peut-être pas encore recueilli l'héroïne. Pourtant, il connaissait déjà son nom. Elle possédait des cheveux argentés et des yeux couleur lapis-lazuli. Il précisa ensuite que ce nom lui était attribué uniquement après que le comte l'avait adopté. En effet, la mère de l'héroïne était une simple domestique. Il aurait donc été mal vu que le comte ne lui donne pas un nom convenable. Dans le jeu, tous ces détails étaient facilement passés sous silence. Anne-Marie commença alors à se plaindre. Le fanbook officiel, qui devait enfin révéler tous ces mystères, allait bientôt sortir. Elle s'était tellement réjouie à l'idée de découvrir enfin le visage de leur petite héroïne. Mais au lieu de cela, elle ne voyait toujours personne. La seule personne qu'elle avait sous les yeux était ce prince héritier sans caractère, avec son visage stupide, qui ne l'intéressait absolument pas. À défaut, ils auraient au moins pu lui montrer le séduisant Lord Raiked, grand, musclé et incroyablement beau. Christopher répondit qu'il aurait lui aussi préféré quelqu'un d'un peu plus généreusement doté. Cette remarque mit Anne-Marie hors d'elle. Elle se lança aussitôt à sa poursuite, l'épée à la main. Peu après, Maxwell entra dans la pièce. Il découvrit Christopher et Anne-Marie complètement essoufflés. Ils venaient simplement de se battre. Mais l'imagination de Maxwell prit immédiatement une toute autre direction. Il alla même jusqu'à leur suggérer de se fiancer sans plus attendre. Après tout, dans le jeu, Christopher et Anne-Marie étaient censés être fiancés. Cependant,
Tous les deux avaient fait leur possible pour empêcher que ces fiançailles deviennent officielles. Après avoir pris congé, Maxwell réalisa qu'il devait lui aussi aller se préparer. Quelques heures plus tôt, Mélodie était tombée par hasard sur Maxwell vêtu de son uniforme scolaire. C'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'il appartenait à la noblesse. Elle s'excusa immédiatement pour son manque de politesse. Mélodie lui expliqua ensuite qu'elle travaillait comme domestique pour la famille du comte Rudelberg et qu'elle était venue rapporter un objet que Lucie avait oublié. Maxwell connaissait le comte Rudelberg. Sa famille était réputée pour être une noblesse pauvre vivant dans un manoir prétendument hanté. Pourtant, lorsqu'il l'avait rencontré à la chancellerie royale, il ne lui avait pas semblé être un homme mauvais. Maxwell dit alors à Mélodie qu'elle pouvait venir le voir si elle rencontrait le moindre problème. Il se demanda même si elle n'était pas victime de mauvais traitements. C'est alors que Mélodie lui parla des difficultés de Lucie à trouver un cavalier pour le bal. Elle avoua qu'elle avait même envisagé de se déguiser en homme. Cette idée fit rire Maxwell. Il se réjouit également d'apprendre que Mélodie s'entendait si bien avec sa maîtresse. Pour se faire pardonner d'avoir ri, il proposa d'être lui-même le cavalier de Lucie. Il ajouta que, si cela pouvait rendre service à Mélodie, il était prêt à lui offrir toute l'aide dont elle aurait besoin. Le visage illuminé par un immense... Depuis son enfance, Maxwell était doté d'une beauté exceptionnelle. À cause de cela, il était devenu méfiant envers les femmes qui cherchaient à le séduire ou à profiter de lui pour leur intérêt personnel. Sans pour autant en venir à les détester, il avait simplement cessé de s'impliquer avec elles et préférait garder ses distances. Mais Mélodie était différente. Elle ne prêtait aucune attention à son apparence et son attitude ne changea pas, même après avoir appris qu'il appartenait à la noblesse. En sa présence, Maxwell se sentait parfaitement à l'aise. Il se demanda alors « Est-ce que ce sentiment serait de l'amour ?» Mais il balaya aussitôt cette idée. Par la suite, il se rendit au manoir du comte Rudelberg afin de venir chercher Lucie et l'accompagner au bal. En observant le manoir, il se demanda pourquoi tant de personnes le considéraient comme hanté. Lorsque Maxwell la salua, Lucie fut si troublée qu'elle en bafouilla ses mots. Puis, elle prit timidement son bras et ils partirent ensemble. Mélodie, elle aussi, devait assister à une réception ce soir-là en compagnie d'un ami. Les parents de Lucie n'y virent aucun inconvénient, estimant qu'elle n'avait pris aucun jour de repos depuis qu'elle était entrée à leur service. Un peu plus tard, Mélodie retrouva l'acteuse dans son manoir. Paula l'aida à enfiler sa robe et s'occupa également de son maquillage. En se regardant dans le miroir, Mélodie avait du mal à croire qu'une jeune femme aussi ravissante pouvait être son propre reflet. Elle rejoignit ensuite l'acteuse. En la voyant, lui et Paula restèrent complètement sans voix. Sa beauté était si éclatante qu'ils en rougirent tous les deux. Pendant le trajet en calèche, Mélodie apprit qu'il se rendait au château royal pour assister à un petit bal du printemps. À ses yeux, il n'avait absolument rien de petit. Elle n'avait jamais entendu parler d'une domestique invitée à une réception où sa propre maîtresse était également présente. L'acteuse lui expliqua que Paula avait passé les 3 derniers jours à confectionner cette robe spécialement pour elle. Après tant d'efforts, Mélodie ne pouvait tout simplement pas refuser de s'y rendre. Malgré tout, elle craignait que Lucie ne la reconnaisse. L'acteuse tenta de la rassurer. Selon lui, son maquillage la faisait paraître totalement différente. Il ajouta qu'elle était magnifique. Mais Mélodie l'interrompit aussitôt. Selon elle, il sous-estimait énormément Lucie. Même si le talent de Paula en maquillage était exceptionnel, cela ne suffirait certainement pas à tromper le regard d'une autre femme. L'acteuse se sentit coupable de ne pas avoir évoqué ce problème plus tôt. En y réfléchissant, les cheveux noirs et les yeux sombres de Mélodie étaient particulièrement rares. Elle attirerait forcément l'attention. Le maquillage ne suffirait donc pas. Mélodie décida d'emprunter la couleur des cheveux et des yeux de l'acteuse grâce à un sort de magie. Une fois arrivés dans la salle de bal, Christopher et Anne-Marie firent leur entrée. Christopher se demanda si le bal de ce soir aurait réellement lieu, puisque l'héroïne ne s'était toujours pas présentée. Mais Anne-Marie lui conseilla de ne pas baisser sa garde. Après tout, personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver. Peu après, l'entrée de Lucie fut annoncée. Plusieurs nobles se moquèrent de la maison Rudelberg, se demandant si cette famille avait seulement les moyens d'acheter une robe digne d'un bal. Puis, lorsqu'ils entendirent que Maxwell était son cavalier, ils refusèrent d'y croire. Dans le jeu, Maxwell était censé venir seul. C'était précisément lors de ce bal qu'il rencontrait l'héroïne pour la première fois
et lui demandait de devenir sa cavalière pour le bal suivant. Lorsque Lucy et Maxwell pénétrèrent dans la salle, tous les regards se tournèrent vers eux. Les invités restèrent émerveillés. Certains allèrent même jusqu'à surnommer Lucy la princesse des fées. De son côté, Lucy était extrêmement nerveuse. Comme personne ne les applaudissait, elle craignait que quelque chose ne se soit mal passé. Pendant ce temps, Anne-Marie ne pouvait s'empêcher de s'extasier devant une jeune fille aussi adorable. Puis, une nouvelle silhouette fit son apparition. Son aura était mystérieuse et, d'une certaine manière, inaccessible. Sa beauté possédait le même pouvoir d'attraction que celle d'Anne-Marie, tout en étant totalement différente de la douceur innocente de Lucy. Tous ceux qui posèrent les yeux sur elle eurent la même pensée. Un ange est descendu sur cette terre. En contemplant Mélodie, le comte Cloud fut soudainement rappelé au souvenir de Selena. Cependant, la couleur de ses cheveux et de ses yeux était différente. Se tenant devant le comte Cloud et le père de Lacteus, le chancelier Recrentos, Mélodie se présenta sous le nom de Cecilia. C'était précisément le prénom que Cloud avait toujours eu l'intention de donner à sa fille lorsqu'il finirait un jour par la retrouver. Dès le premier regard, Lucy reconnut immédiatement Mélodie. La mère de Maxwell, qui était également la sœur aînée de Cloud, ne put s'empêcher de commenter la beauté exceptionnelle de Mélodie. Elle demanda à Lacteus pourquoi il ne la leur avait jamais présentée auparavant. Lacteus expliqua qu'il venait tout juste de faire sa connaissance. Comme elle appartenait à la noblesse, c'était la première fois qu'elle assistait à une réception de ce genre. Autrement dit, ce serait probablement l'unique fois où elle participerait à ce bal. Il n'avait pas l'intention de l'y accompagner de nouveau. Malgré cela, les dames présentes commencèrent à le taquiner. Lacteus ne venait presque jamais accompagnée. Peut-être, disaient-elles en plaisantant, que Mélodie pourrait assister au prochain bal si elle obtenait un statut plus approprié. Par exemple, celui d'épouse d'un noble. Sous les plaisanteries incessantes de ces dames de la noblesse, Lacteus regretta presque d'avoir amené une cavalière. Quant à Mélodie, elle resta parfaitement calme malgré les remarques. Lacteus fut impressionné par son sang-froid. Ce qu'il ignorait cependant, c'était que Mélodie dissimulait ses véritables émotions derrière un sourire de façade. À cet instant, Mélodie était en réalité complètement paniquée. La raison était simple, elle sentait parfaitement le regard insistant que Lucy posait sur elle. Au moment où la mère de Lucy s'apprêtait à la présenter à sa fille, Mélodie se précipita vers Lacteus et lui demanda de danser avec elle. Ce geste constituait une véritable entorse aux règles de l'étiquette. Non seulement elle interrompait les paroles d'une dame, mais, selon les convenances, c'était à l'homme d'inviter une femme à danser. Une jeune femme devait simplement attendre qu'on l'invite. Pourtant, les dames de la noblesse trouvèrent cette réaction incroyablement adorable. De son côté, Lucy était de plus en plus agacée. Mélodie venait littéralement de prendre la fuite pour lui échapper. Peu après, Béatrice et Milly demandèrent à Lucy si elle comptait participer à l'événement suivant. Après avoir jeté un coup d'œil au papier qu'elles lui remirent, Lucy se dirigea directement vers Maxwell. Ignorant complètement les règles de l'étiquette, elle lui demanda elle-même de danser avec elle. Une fois encore, son adorable spontanéité remporta tous les suffrages. Mélodie poussa un discret soupir de soulagement. Elle avait enfin réussi à échapper à Lucy. Son intention était de disparaître discrètement dans la foule dès la fin de cette danse, puis de rentrer chez elle sans attirer l'attention. C'est alors qu'elle remarqua que Lacteus semblait particulièrement nerveux. Et après tout, quoi de plus normal ? Quel homme ne serait pas troublé lorsqu'une femme qui lui plaît lui demande de danser ? À cet instant, Lacteus commença à se demander si ce qu'il ressentait pour Mélodie était réellement de l'amour. Voyant son inquiétude, Mélodie lui souffla qu'il n'avait pas besoin d'être aussi tendu pour une simple danse. À partir de ce moment-là, tous les doutes de Lacteus disparurent. Oui, il était véritablement amoureux d'elle. Tous deux dansèrent avec une élégance remarquable. Mélodie, quant à elle, profitait pleinement de cet instant. Les invités observaient avec admiration Mélodie et Lucy évoluer sur la piste de danse. Puis, juste au moment... Dans une ruelle, Mélodie récite une incantation. « Ô mon corps, ne sois plus visible. Transparenza, accorde-moi les ailes du vol. Ali d'Angelo. » À ces mots, son corps devient translucide et une paire d'ailes apparaît dans son dos, lui permettant de s'envoler dans les airs. Comme les prix du marché en ville étaient beaucoup trop élevés, elle s'était rendue dans une forêt afin de récolter des plantes sauvages, des champignons, des noix et diverses herbes. Il ne lui manquait plus que de la viande.
C'est alors qu'elle aperçoit un oiseau dans le ciel. Celui-ci lance immédiatement un éclair dans sa direction. Heureusement, l'armure de servante de Mélodie absorbe entièrement l'attaque. Elle riposte aussitôt en tirant une balle magique. L'oiseau est abattu d'un seul coup. Après avoir récupéré la viande, Mélodie ouvre une porte spatiale qui la ramène directement au manoir. En traversant le couloir, Lucie se demande si Mélodie parvient vraiment à s'occuper seule de toutes les tâches ménagères. Pourtant, elle constate que chaque pièce est impeccablement propre et étincelante. Mélodie apparaît alors derrière elle et lui annonce que le nettoyage de cette partie du manoir est presque terminé. Lucie peut donc continuer tranquillement ce qu'elle était en train de faire. Peu après, Mélodie surgit de nouveau devant elle en lui annonçant qu'elle a également fini de nettoyer les sanitaires. Lucie sursaute, complètement déconcertée. Elle décide alors d'aller donner un coup de main pour préparer le dîner. En entrant dans la cuisine, elle reste figée de stupeur en découvrant 3 Mélodies occupées à cuisiner. Comme si cela ne suffisait pas, de nombreuses autres Mélodies apparaissent encore derrière elle. À ce stade, le cerveau de Lucie abandonne toute tentative de comprendre ce qui est en train de se passer. Plus tard, lorsque le repas est servi, Lucie est émerveillée par son incroyable saveur. Tous ces compliments remplissent Mélodie de fierté. Le plat principal, un poulet rôti aux herbes, est absolument délicieux. Cela faisait longtemps que Lucie n'avait pas mangé de véritable viande. Mélodie lui explique qu'elle a trouvé cette volaille dans une forêt située à proximité. L'endroit est particulièrement luxuriant, ce qui lui a permis de trouver facilement de quoi cuisiner. Lucie, surprise, répond qu'elle ignorait totalement l'existence d'une telle forêt. Dans cette région, elle ne connaît que la grande forêt de Vanergan, une terre maudite. Cet endroit est extrêmement dangereux. Elle demande donc à Mélodie de ne jamais s'y aventurer. Une fois encore, Lucie la remercie pour tout ce qu'elle a fait aujourd'hui et lui confie à quel point elle est heureuse de l'avoir à ses côtés. Pendant ce temps, le roi du royaume de Théolis, Garnar von Theoris, reçoit un rapport signalant la présence d'un intrus dans la grande forêt de Vanergan. L'information lui est transmise par Sven. La grande forêt de Vanergan, la plus vaste terre maudite du monde, est infestée de monstres redoutables. Ces créatures possèdent du mana et ne peuvent être blessées que par la magie. La grande forêt de Vanergan est considérée comme l'endroit le plus dangereux et le plus hostile au monde. C'est pourquoi l'accès y est strictement interdit. Sven informe le royaume que l'intrus s'y trouve probablement encore, car aucune personne n'a été détectée en train de quitter la forêt après que la barrière magique eut signalé une intrusion. En réalité, c'est simplement parce que Mélodie avait utilisé la téléportation pour en sortir. Le roi était loin de se douter que cet intrus n'était autre que la servante la plus puissante qui soit. De retour au manoir, Lucie annonce à Mélodie qu'elle aimerait inviter ses amis à un goûter. Béatrice et Miliaria sont les amies d'enfance de Lucie. Leur domaine se trouve juste à côté du sien. Autrefois, après la faillite de leur entreprise familiale, l'ancien comte de la famille de Lucie avait été contraint de vendre une partie de ses terres. Les familles de ses 2 amies les avaient alors achetées. Elles sont donc, en quelque sorte, les bienfaitrices de la famille de Lucie. Lucie les avait déjà invitées une fois auparavant. Mais organiser un goûter dans un manoir réputé hanté n'avait pas été une expérience très agréable. Cette fois, elle est convaincue que tout se passera bien. Mélodie lui a coiffé les cheveux et lui a même préparé une magnifique robe. Lucie est donc impatiente d'inviter ses amis. Mélodie accepte sa proposition et suggère d'organiser le goûter dans une semaine. Remplie de joie, Lucie se jette dans les bras de Mélodie pour la remercier. Mélodie lui rappelle qu'une jeune noble ne devrait pas s'accrocher ainsi à sa servante. Lucie lui répond avec malice que, même si ses paroles disent non, son attitude semble dire le contraire. Mélodie conclut alors qu'un entraînement s'impose avant le goûter. Ainsi, Lucie pourra apprendre à se comporter comme une véritable jeune noble. À cet instant, Lucie comprend qu'elle vient d'ouvrir une boîte qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir. Et il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Dans sa vie précédente, Mélodie, alors connue sous le nom de Ritsuko Mizunami, était une enfant prodige. Animée par la conviction que, quand on veut, on peut, Ritsuko avait consacré tous ses efforts à maîtriser chacune des compétences nécessaires pour devenir la servante parfaite. Par conséquent, sa méthode d'enseignement pouvait être résumée en un seul mot, impitoyable. Malgré tout, Lucie fait de son mieux pour suivre cet entraînement intensif. Quelques jours plus tard, alors qu'elles se promènent en ville,
Mélodie estime que les progrès de Lucie en matière d'étiquette sont très encourageants. Il faut donc absolument que le goûter prévu le lendemain soit une réussite. Elle se souvient ensuite que les parents de Lucie doivent également bientôt revenir au manoir. Elle a appris que le père de Lucie est parvenu à rembourser toutes ses dettes, que sa gestion exemplaire de son territoire lui a valu les éloges du royaume et qu'il a été nommé à la chancellerie royale, le plus haut organe administratif du royaume. En entrant dans une boutique, une servante renverse accidentellement un liquide sur la robe de Mélodie. Mortifiée par sa maladresse, elle entraîne immédiatement Mélodie jusqu'au manoir où elle travaille afin qu'elle puisse se changer et se nettoyer. Avant même de comprendre ce qui se passait, Mélodie se retrouvait déjà plongée dans un bain. Malgré tout, elle trouvait toujours cette situation assez étrange. La baignoire était en céramique, de style occidental, mais la manière de se laver rappelait les bains japonais, avec un espace prévu pour se laver avant d'entrer dans l'eau. Entre le recrutement des servantes et d'autres aspects similaires, le monde évoquait la Grande-Bretagne de la fin du XIXe siècle. Pourtant, la présence de la magie lui donnait également une forte impression d'Europe médiévale. C'était comme si quelqu'un avait soigneusement sélectionné différentes périodes de l'histoire de la Terre pour les assembler. Mais Mélodie trouvait cette idée peu crédible. Depuis combien de temps n'avait-elle pas profité d'un bain préparé par quelqu'un d'autre? Mélodie décide alors de reprendre son ancienne apparence en changeant la couleur de ses cheveux. En observant son reflet dans l'eau, elle aperçoit le visage de sa mère. Elle possède désormais les mêmes yeux qu'elle. À présent, elle peut enfin être une véritable servante. Il ne lui reste plus qu'à devenir la meilleure servante du monde. Elle se demande toutefois comment elle parviendra à réaliser ce rêve. Dans sa vie précédente, elle avait étudié tout ce qu'il fallait savoir sur ce métier. Mais c'est la première fois qu'elle exerce réellement comme servante. Pour le moment, elle n'est qu'une débutante venant tout juste d'obtenir ses qualifications. Elle décide donc de commencer par acquérir de l'expérience. Un jour, elle réalisera son rêve. En contemplant ses yeux couleur lapis-lazuli, Mélodie pense à sa mère. En revanche, elle ne fait pas la moindre allusion à ses cheveux argentés, hérités de son père. Cela montre à quel point celui-ci lui importe peu. En quittant la salle de bain, elle percute soudainement Lexus, qui s'apprêtait lui aussi à prendre un bain. En la regardant, celui-ci rougit instantanément. À ses yeux, Mélodie est d'une beauté presque angélique. Rougissant de gêne, Mélodie lance immédiatement un sort électrique. La décharge est si violente que Lexus perd connaissance sur le champ. Aussitôt après, elle redonne à ses cheveux leur couleur noire. Lorsque l'autre servante accourt, la crainte de Mélodie se confirme. Lexus est en réalité le maître de ce manoir. Quelques heures plus tôt, au manoir des Legenbarth, le comte Claude Legenbarth avait informé Lexus qu'un bal auquel assisterait le prince héritier allait prochainement avoir lieu. Il lui ordonne d'y être présent. Claude pense surtout qu'en procédant ainsi, le nombre de jeunes femmes qui le poursuivent diminuera. Selon lui, toutes les femmes de leur âge se tourneront naturellement vers Lexus. Même si ces paroles semblent parfaitement raisonnables, il cherche en réalité simplement à sacrifier son subordonné pour se protéger lui-même. Il demande également à Lexus de venir accompagné d'une jeune femme suffisamment distinguée pour ne pas leur faire honte lors du bal. S'il s'y rend seul, il risque d'être assailli par une foule d'admiratrices. Et si la fille de Claude avait été retrouvée, celui-ci aurait demandé à Lexus de l'escorter lui-même. La fille du comte Claude, Lady Céleste, reste toujours introuvable. Étant l'enfant illégitime né de l'union entre le comte et une servante, il semble que les recherches soient menées dans le plus grand secret. L'acteuse se demandait toutefois si elle était saine et sauve, et où elle pouvait bien se trouver. En ouvrant les yeux, il murmura « Ah, je vous ai enfin retrouvée, madame. » Mais il réalisa aussitôt que Mélodie n'était pas la personne à qui il croyait s'adresser. En la regardant de plus près, il se souvint qu'il s'agissait de la jeune fille qui cherchait une voiture en direction de la capitale royale. Il lui demanda ce qu'elle faisait ici. À ce moment-là, Paula entra avec une tasse de thé. Elle lui rappela qu'elle lui avait parlé d'une amie qu'elle souhaitait lui présenter. L'acteuse répondit qu'il l'attendrait dans le salon de réception avant de s'éloigner. Lorsque Paula le rejoignit un peu plus tard, elle le trouva profondément endormi. Évidemment, c'était un mensonge évident, mais cela permit à Mélodie de se sortir élégamment de la situation. Paula présenta alors Mélodie comme une amie qu'elle venait tout juste de rencontrer. Le simple salut de Mélodie laissa l'acteuse complètement fascinée.
Il trouva qu'un geste aussi simple prenait une toute autre dimension lorsqu'il était exécuté avec autant d'élégance et de raffinement. À cet instant, il se rappela le genre de personne que le comte Cloud lui avait demandé de retrouver. Quelques jours plus tard, Hughes et Mariana Rudelberg arrivèrent au manoir. Ils furent stupéfaits de constater à quel point celui-ci était parfaitement entretenu. Mélodie les accueillit chaleureusement. Cependant, ils ne se souvenaient pas que leur domestique était aussi jeune. Lucie accourut pour accueillir ses parents. Son père, s'attendant à recevoir une étreinte, expliqua combien il s'était inquiété lorsqu'elle avait été envoyée seule à la capitale royale. Il ajouta qu'il était heureux de la revoir. C'est alors que Lucie s'exclama « Tu parles !» avant de lui asséner un coup de son éventail. Elle expliqua que cet éventail était un instrument de punition appelé harisen, conçu pour corriger quelqu'un sans réellement lui faire mal. Elle savait que sa famille avait tendance à commettre des erreurs irréfléchies. Mais comment avaient-ils pu abandonner leur fille unique dans ce manoir autrefois délabré? Déconcerté, Hughes demanda quelle partie du manoir pouvait bien être délabrée. Lucie lui donna un nouveau coup d'éventail avant de lui répondre que Mélodie avait absolument tout remis en état. Sa mère remarqua également que sa robe était devenue bien plus élégante. Lucie décida donc de leur raconter toute l'histoire à l'intérieur. Pendant qu'elles étaient servies par les clones de Mélodie, les parents de Lucie furent terrifiés. Peu après, une seconde série de cris retentit dans la résidence des Rudelberg. Quelques jours plus tard, Lucie était prête pour son premier jour d'école. Mariana aurait aimé que Mélodie les accompagne. À défaut, elle se contenterait de lui raconter plus tard à quel point Lucie avait été resplendissante. Même s'il ne s'agissait que de la cérémonie d'entrée, ses parents étaient convaincus qu'elle rayonnerait de mille feux. Lorsqu'elle les supplia d'arrêter, ils la trouvèrent encore plus adorable. Après leur départ, Mélodie remarqua par hasard le certificat d'admission de Lucie posé sur sa table. Si Lucie ne l'apportait pas, elle risquait de se voir refuser l'entrée. Mélodie saisit donc le certificat et partit aussitôt afin de la sauver. Revenons maintenant à la vie passée de Mélodie. À cette époque, elle se trouvait dans un avion. Anna et Hideki se présentèrent à Ritsuko après avoir pris place à côté d'elle. Ritsuko fut surprise d'apprendre que leurs parents les avaient autorisés à partir ensemble en voyage à l'étranger alors qu'ils étaient encore lycéens. Cependant, Anna et Hideki lui expliquèrent qu'ils n'étaient pas en couple. En réalité, ils ne voyageaient même pas seuls tous les deux. Ils participaient à un voyage organisé grâce à un concours qu'Anna avait remporté autour d'un jeu vidéo. Le jeu s'intitulait The Silver Cent and the Five Oaths. Il s'agissait d'un jeu de simulation romantique destiné aux femmes, en particulier aux collégiennes et aux lycéennes. Selon son histoire, l'héroïne, dévastée par la mort de sa mère, est recueillie par son père. Sa vie change alors complètement lorsqu'elle passe du statut de simple roturière à celui de fille d'un comte. Elle intègre ensuite l'Académie royale, où elle fait de nombreuses rencontres et vit toutes sortes d'expériences. L'histoire débute le jour de la cérémonie d'entrée de l'Académie royale. Christopher, l'un des prétendants du jeu, est censé y percuter l'héroïne, Cecilia Legenbart. Mais cette fois, c'est Mélodie qu'il percute. Pendant un instant, Christopher eut l'impression qu'elle lui rappelait quelqu'un. Mélodie lui expliqua ensuite qu'elle était venue apporter quelque chose à sa maîtresse. Christopher lui indiqua alors le chemin vers la salle d'attente. Curieuse, Mélodie lui demanda s'il n'était pas lui aussi un nouvel élève et s'il ne devait pas se rendre dans cette même salle. Affichant un sourire chaleureux, Christopher répondit qu'il allait la rejoindre immédiatement. Après son départ, Maxwell, qui était lui aussi l'un des prétendants du jeu, retrouva Christopher et lui demanda de revenir rapidement à la cérémonie. Après tout, c'était Christopher qui devait prononcer le discours au nom des nouveaux élèves. Mais Christopher insista sur le fait qu'il devait attendre l'arrivée de l'héroïne. Normalement, le scénario devait commencer lorsque l'héroïne le percutait en courant, en s'écriant le classique « Oh non, je suis en retard !» Pour une raison inconnue, la seule personne qui l'avait percuté était une domestique aux cheveux noirs. En entendant cela, Maxwell ne put s'empêcher de penser à Mélodie. Mais il refusait d'y croire. Alors que Christopher continuait à paniquer, Anne-Marie Victarium, la méchante du jeu, s'approcha d'eux. Elle leur demanda ce qui pouvait bien le faire crier de cette façon. En la voyant, Christopher sentit un frisson lui parcourir le dos. Il s'avéra que Hideki et Anna s'étaient tous les deux réincarnés dans le jeu. Hideki était devenu Christopher et Anna était devenue Anne-Marie. Ils réalisèrent tous les deux
qu'il s'était réincarné et que ce monde était celui du jeu The Silver Saint and the Five Oaths. Si les événements suivaient le scénario du jeu, l'ancien être des ténèbres finirait par être ressuscité. Sans les pouvoirs de l'héroïne, le monde tout entier serait condamné. Pendant ce temps, la véritable héroïne, Mélodie, était avec Lucie. Cette dernière se plaignait de ne pas avoir de cavalier pour le bal de ce soir. Le bal du printemps, organisé après la cérémonie d'entrée, marquait les débuts des jeunes filles nobles âgées de 15 ans dans la haute société. Cependant, une règle particulière imposait qu'une jeune fille faisant ses débuts soit obligatoirement accompagnée d'un cavalier pour pouvoir y assister. Face à cette situation, Mélodie se demanda ce qu'elle pouvait faire. Pendant que Lucie et ses parents affichaient un air complètement déconcerté, ils ne pouvaient s'empêcher de penser que Mélodie était une domestique exceptionnelle. Lorsque Lucie lui expliqua qu'elle avait complètement oublié qu'une jeune noble devait être accompagnée d'un cavalier pour faire ses débuts au bal, Mélodie proposa de demander de l'aide à un ami qu'elle avait rencontré un peu plus tôt dans la journée. Lucie ne s'attendait cependant pas à ce que cet ami soit Maxwell, le fils du chancelier. Pendant ce temps, Christopher paniquait toujours, car l'héroïne ne s'était toujours pas présentée. À ce rythme, il était persuadé qu'ils allaient tous mourir. Anne-Marie l'interrompit brusquement et dégaina presque son épée, manquant de lui trancher la tête. Elle déclara que cette idée ne la dérangeait pas. Après tout, si Christopher mourait, quelqu'un de bien plus remarquable pourrait peut-être renaître à sa place en tant que prince héritier. Elle lui reprocha ensuite de ne pas agir comme un véritable prétendant de jeu de romance. Christopher lui répliqua aussitôt qu'elle devrait plutôt se montrer plus digne d'une véritable méchante. Ils avaient tous les deux retrouvé les souvenirs de leur vie précédente à l'âge de 6 ans. Ils conservaient également le souvenir de leur ancienne apparence. Ils savaient parfaitement qu'ils vivaient désormais dans le monde de The Silver Saint and the Five Oaths et connaissaient précisément le rôle que chacun d'eux devait y jouer. Ils savaient également que, dans ce monde, l'être des ténèbres avait été scellé il y a très longtemps. La seule personne capable de lui tenir tête était l'héroïne ayant hérité des pouvoirs de la Sainte, une jeune femme mystique qui l'avait autrefois enfermée. Après son entrée à l'Académie royale, cette héroïne était censée rencontrer plusieurs prétendants, tomber amoureuse de l'un d'eux et éveiller le véritable pouvoir de la Sainte. Une fois ce pouvoir éveillé, l'être des ténèbres devait être vaincu. L'héroïne pouvait alors vivre heureuse pour toujours aux côtés de l'élu de son cœur. Pourtant, le nom de l'héroïne n'apparaissait nulle part sur la liste des nouveaux élèves. Cecilia Legenbart ne s'était jamais inscrite à l'Académie. Christopher supposa que le comte Legenbart n'avait peut-être pas encore recueilli l'héroïne. Pourtant, il connaissait déjà son nom. Elle possédait des cheveux argentés et des yeux couleur lapis-lazuli. Il précisa ensuite que ce nom lui était attribué uniquement après que le comte l'avait adopté. En effet, la mère de l'héroïne était une simple domestique. Il aurait donc été mal vu que le comte ne lui donne pas un nom convenable. Dans le jeu, tous ces détails étaient facilement passés sous silence. Anne-Marie commença alors à se plaindre. Le fanbook officiel, qui devait enfin révéler tous ces mystères, allait bientôt sortir. Elle s'était tellement réjouie à l'idée de découvrir enfin le visage de leur petite héroïne. Mais au lieu de cela, elle ne voyait toujours personne. La seule personne qu'elle avait sous les yeux était ce prince héritier sans caractère, avec son visage stupide, qui ne l'intéressait absolument pas. À défaut, ils auraient au moins pu lui montrer le séduisant Lord Raiked, grand, musclé et incroyablement beau. Christopher répondit qu'il aurait lui aussi préféré quelqu'un d'un peu plus généreusement doté. Cette remarque mit Anne-Marie hors d'elle. Elle se lança aussitôt à sa poursuite, l'épée à la main. Peu après, Maxwell entra dans la pièce. Il découvrit Christopher et Anne-Marie complètement essoufflés. Ils venaient simplement de se battre. Mais l'imagination de Maxwell prit immédiatement une toute autre direction. Il alla même jusqu'à leur suggérer de se fiancer sans plus attendre. Après tout, dans le jeu, Christopher et Anne-Marie étaient censés être fiancés. Cependant, tous les deux avaient fait leur possible pour empêcher que ces fiançailles deviennent officielles. Après avoir pris congé, Maxwell réalisa qu'il devait lui aussi aller se préparer. Quelques heures plus tôt, Mélodie était tombée par hasard sur Maxwell vêtu de son uniforme scolaire. C'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'il appartenait à la noblesse. Elle s'excusa immédiatement pour son manque de politesse. Mélodie lui expliqua ensuite qu'elle travaillait comme domestique pour la famille du comte Rudelberg et qu'elle était venue rapporter un objet que Lucie avait oublié.
Maxwell connaissait le comte Rudelberg. Sa famille était réputée pour être une noblesse pauvre vivant dans un manoir prétendument hanté. Pourtant, lorsqu'il l'avait rencontré à la chancellerie royale, il ne lui avait pas semblé être un homme mauvais. Maxwell dit alors à Mélodie qu'elle pouvait venir le voir si elle rencontrait le moindre problème. Il se demanda même si elle n'était pas victime de mauvais traitements. C'est alors que Mélodie lui parla des difficultés de Lucie à trouver un cavalier pour le bal. Elle avoua qu'elle avait même envisagé de se déguiser en homme. Cette idée fit rire Maxwell. Il se réjouit également d'apprendre que Mélodie s'entendait si bien avec sa maîtresse. Pour se faire pardonner d'avoir ri, il proposa d'être lui-même le cavalier de Lucie. Il ajouta que, si cela pouvait rendre service à Mélodie, il était prêt à lui offrir toute l'aide dont elle aurait besoin. Le visage illuminé par un immense... Depuis son enfance, Maxwell était doté d'une beauté exceptionnelle. À cause de cela, il était devenu méfiant envers les femmes qui cherchaient à le séduire ou à profiter de lui pour leur intérêt personnel. Sans pour autant en venir à les détester, il avait simplement cessé de s'impliquer avec elles et préférait garder ses distances. Mais Mélodie était différente. Elle ne prêtait aucune attention à son apparence et son attitude ne changea pas, même après avoir appris qu'il appartenait à la noblesse. En sa présence, Maxwell se sentait parfaitement à l'aise. Il se demanda alors « Est-ce que ce sentiment serait de l'amour ?» Mais il balaya aussitôt cette idée. Par la suite, il se rendit au manoir du comte Rudelberg afin de venir chercher Lucie et l'accompagner au bal. En observant le manoir, il se demanda pourquoi tant de personnes le considéraient comme hanté. Lorsque Maxwell la salua, Lucie fut si troublée qu'elle en bafouilla ses mots. Puis, elle prit timidement son bras et ils partirent ensemble. Mélodie, elle aussi, devait assister à une réception ce soir-là en compagnie d'un ami. Les parents de Lucie n'y virent aucun inconvénient, estimant qu'elle n'avait pris aucun jour de repos depuis qu'elle était entrée à leur service. Un peu plus tard, Mélodie retrouva l'acteuse dans son manoir. Paula l'aida à enfiler sa robe et s'occupa également de son maquillage. En se regardant dans le miroir, Mélodie avait du mal à croire qu'une jeune femme aussi ravissante pouvait être son propre reflet. Elle rejoignit ensuite l'acteuse. En la voyant, lui et Paula restèrent complètement sans voix. Sa beauté était si éclatante qu'ils en rougirent tous les deux. Pendant le trajet en calèche, Mélodie apprit qu'il se rendait au château royal pour assister à un petit bal du printemps. À ses yeux, il n'avait absolument rien de petit. Elle n'avait jamais entendu parler d'une domestique invitée à une réception où sa propre maîtresse était également présente. L'acteuse lui expliqua que Paula avait passé les 3 derniers jours à confectionner cette robe spécialement pour elle. Après tant d'efforts, Mélodie ne pouvait tout simplement pas refuser de s'y rendre. Malgré tout, elle craignait que Lucie ne la reconnaisse. L'acteuse tenta de la rassurer. Selon lui, son maquillage la faisait paraître totalement différente. Il ajouta qu'elle était magnifique. Mais Mélodie l'interrompit aussitôt. Selon elle, il sous-estimait énormément Lucie. Même si le talent de Paula en maquillage était exceptionnel, cela ne suffirait certainement pas à tromper le regard d'une autre femme. L'acteuse se sentit coupable de ne pas avoir évoqué ce problème plus tôt. En y réfléchissant, les cheveux noirs et les yeux sombres de Mélodie étaient particulièrement rares. Elle attirerait forcément l'attention. Le maquillage ne suffirait donc pas. Mélodie décida d'emprunter la couleur des cheveux et des yeux de l'acteuse grâce à un sort de magie. Une fois arrivés dans la salle de bal, Christopher et Anne-Marie firent leur entrée. Christopher se demanda si le bal de ce soir aurait réellement lieu, puisque l'héroïne ne s'était toujours pas présentée. Mais Anne-Marie lui conseilla de ne pas baisser sa garde. Après tout, personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver. Peu après, l'entrée de Lucie fut annoncée. Plusieurs nobles se moquèrent de la maison Rudelberg, se demandant si cette famille avait seulement les moyens d'acheter une robe digne d'un bal. Puis, lorsqu'ils entendirent que Maxwell était son cavalier, ils refusèrent d'y croire. Dans le jeu, Maxwell était censé venir seul. C'était précisément lors de ce bal qu'il rencontrait l'héroïne pour la première fois et lui demandait de devenir sa cavalière pour le bal suivant. Lorsque Lucie et Maxwell pénétrèrent dans la salle, tous les regards se tournèrent vers eux. Les invités restèrent émerveillés. Certains allèrent même jusqu'à surnommer Lucie la princesse des fées. De son côté, Lucie était extrêmement nerveuse. Comme personne ne les applaudissait, elle craignait que quelque chose ne se soit mal passé. Pendant ce temps, Anne-Marie ne pouvait s'empêcher de s'extasier devant une jeune fille aussi adorable. Puis, une nouvelle silhouette fit son apparition.
Son aura était mystérieuse et, d'une certaine manière, inaccessible. Sa beauté possédait le même pouvoir d'attraction que celle d'Anne-Marie, tout en étant totalement différente de la douceur innocente de Lucie. Tous ceux qui posèrent les yeux sur elle eurent la même pensée. Un ange est descendu sur cette terre. En contemplant Mélodie, le comte Claude fut soudainement rappelé au souvenir de Selena. Cependant, la couleur de ses cheveux et de ses yeux était différente. Se tenant devant le comte Claude et le père de l'acteuse, le chancelier Recrentos, Mélodie se présenta sous le nom de Cecilia. C'était précisément le prénom que Claude avait toujours eu l'intention de donner à sa fille lorsqu'il finirait un jour par la retrouver. Dès le premier regard, Lucie reconnut immédiatement Mélodie. La mère de Maxwell, qui était également la sœur aînée de Claude, ne put s'empêcher de commenter la beauté exceptionnelle de Mélodie. Elle demanda à l'acteuse pourquoi il ne la leur avait jamais présentée auparavant. L'acteuse expliqua qu'il venait tout juste de faire sa connaissance. Comme elle appartenait à la noblesse, c'était la première fois qu'elle assistait à une réception de ce genre. Autrement dit, ce serait probablement l'unique fois où elle participerait à ce bal. Il n'avait pas l'intention de l'y accompagner de nouveau. Malgré cela, les dames présentes commencèrent à le taquiner. L'acteuse ne venait presque jamais accompagnée. Peut-être, disaient-elles en plaisantant, que Mélodie pourrait assister au prochain bal si elle obtenait un statut plus approprié. Par exemple, celui d'épouse d'un noble. Sous les plaisanteries incessantes de ces dames de la noblesse, l'acteuse regretta presque d'avoir amené une cavalière. Quant à Mélodie, elle resta parfaitement calme malgré les remarques. L'acteuse fut impressionnée par son sang-froid. Ce qu'il ignorait cependant, c'était que Mélodie dissimulait ses véritables émotions derrière un sourire de façade. À cet instant, Mélodie était en réalité complètement paniquée. La raison était simple, elle sentait parfaitement le regard insistant que Lucie posait sur elle. Au moment où la mère de Lucie s'apprêtait à la présenter à sa fille, Mélodie se précipita vers l'acteuse et lui demanda de danser avec elle. Ce geste constituait une véritable entorse aux règles de l'étiquette. Non seulement elle interrompait les paroles d'une dame, mais, selon les convenances, c'était à l'homme d'inviter une femme à danser. Une jeune femme devait simplement attendre qu'on l'invite. Pourtant, les dames de la noblesse trouvèrent cette réaction incroyablement adorable. De son côté, Lucie était de plus en plus agacée. Mélodie venait littéralement de prendre la fuite pour lui échapper. Peu après, Béatrice et Milly demandèrent à Lucie si elle comptait participer à l'événement suivant. Après avoir jeté un coup d'œil au papier qu'elles lui remirent, Lucie se dirigea directement vers Maxwell. Ignorant complètement les règles de l'étiquette, elle lui demanda elle-même de danser avec elle. Une fois encore, son adorable spontanéité remporta tous les suffrages. Mélodie poussa un discret soupir de soulagement. Elle avait enfin réussi à échapper à Lucie. Son intention était de disparaître discrètement dans la foule dès la fin de cette danse, puis de rentrer chez elle sans attirer l'attention. C'est alors qu'elle remarqua que l'acteuse semblait particulièrement nerveux. Et après tout, quoi de plus normal? Quel homme ne serait pas troublé lorsqu'une femme qui lui plaît lui demande de danser? À cet instant, l'acteuse commença à se demander si ce qu'il ressentait pour Mélodie était réellement de l'amour. Voyant son inquiétude, Mélodie lui souffla qu'il n'avait pas besoin d'être aussi tendu pour une simple danse. À partir de ce moment-là, tous les doutes de l'acteuse disparurent. Oui, il était véritablement amoureux d'elle. Tous deux dansèrent avec une élégance remarquable. Mélodie, quant à elle, profitait pleinement de cet instant. Les invités observaient avec admiration Mélodie et Lucie évoluer sur la piste de danse. Puis, juste au moment